Pour Noël, Piworld est fier de vous présenter un film de boules. Oh la vache, t'as craqué là quand même. Un peu, ouais. Non parce que tu vois, je veux pas être méchant, mais là on dirait limite un film plus de 18. Hein. Limite, hein. Genre ça fait Père Noël et ses boules, tu vois, c'est un peu limite. Ça. Hein. Ça, on aurait pu voir, je sais pas moi, les guirlandes, les rennes, la féerie de Noël, le traîneau, machin, les étoiles filantes. C'est très fiante. Ouais, les étoiles filantes. Il faut tout d'abord distinguer les météorites que l'on découvre sur le sol de la Terre des météores, donc des astéroïdes et des comètes, qui gravitent dans l'espace. Météorites au sol, météores dans l'espace. On retrouve donc des météorites pierreuses composées de silicates et qui représentent 90% des chutes, mais également des météorites ferreuses, les sidérites, composés de ferro-nickel. Les ferro-nickel étant un alliage composé pour moitié de nickel et de fer. Mais on trouve aussi des météorites mixtes, plus rares, qui mélangent métaux et silicates. Les météorites pierreuses, que l'on appelle les chondrites, contiennent, elles, des pyroxènes et des olivines dans leur majorité, mais aussi une petite quantité de feldspath plagioclase et de ferro-nickel. Cette composition n'est pas sans rappeler celle du manteau terrestre, et pour cause, ces météores auraient servi de matière principale à l'élaboration des planètes telluriques, dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Par radiométrie, c'est-à-dire en étudiant la lumière émise par ces roches, on a estimé leur âge à près de 4,6 milliards d'années, ce qui correspondrait donc à l'âge de notre système solaire et donc du Soleil. Leur forme est variable, mais leur structure en chondrule, d'où leur nom, est faite de petits grains sphériques. Parmi les météorites pierreuses, on retrouve également les achondrites. Celles-ci sont fortement comparables aux chondrites, du moins dans leurs origines et dans leur composition, mais celles-ci présentent un aspect plus grossier. Elles ont une forme angulaire et l'absence de chondrule leur donne un aspect grenu. Ensuite, pour différencier les astéroïdes des comètes, il faut savoir que la majorité de celles qu'on trouve à notre portée circulent entre Mars et Jupiter. Il existe une autre ceinture d'astéroïdes au-delà de Neptune qu'on appelle la ceinture de Kuiper, mais il existerait encore bien plus loin le nuage d'Oort qui entourerait notre Soleil telle une bulle. Quant aux comètes, il s'agit toujours d'objets solitaires, majoritairement composés de glace, et qui se reconnaissent en approchant du Soleil puisqu'elles vont émettre un gaz. En effet, la matière sublime, passant directement de l'état solide à l'état gazeux, en raison des pressions qui existent dans l'espace, formant ainsi une chevelure et une queue, la coma, orientée dans la direction opposée au Soleil. Autrefois, le passage d'une comète dans le ciel était annonciateur de malheur, d'où l'expression « tirer des plans sur la comète ». Mais ça, à la limite, on s'en fout. Non, ce qui va être intéressant avec l'étude de ces corps, c'est qu'ils vont nous renseigner sur la formation de la Terre il y a de cela 4 milliards et demi d'années. En effet, les astéroïdes sont tout ce qui reste des matériaux qui n'ont pas été utilisés dans la formation des planètes de notre système solaire. Ce sont les briques élémentaires de la formation de la Terre, eux-mêmes formés au sein des étoiles, voire de la collision ou de l'explosion d'étoiles. On a longtemps pensé, par exemple, que la présence d'eau liquide en quantité sur notre planète était due à un important bombardement de comètes après le refroidissement de la Terre. Or, comme nous l'a appris l'une des missions de la sonde Rosetta, il se trouve que la composition de la glace des comètes, en tout cas du ratio deutérium-hydrogène, ne correspond pas à ce que l'on peut trouver dans les océans. Les océans seraient donc nés d'un bombardement d'astéroïdes qui aurait lieu sur la Terre et que l'on appelle le grand bombardement tardif. Alors, toutefois, cette affirmation est quand même à nuancer. Pourquoi ? Bah, tout simplement, on ne va pas affirmer quelque chose alors que nous avons seulement une référence. Bah, dans ce cas-là, pour Tchouri, avec notre sonde Rosetta, il y a juste eu une comète. Donc, les analyses, les conclusions qui ont été faites par rapport à Tchouri ne concernent que Tchouri. Et peut-être que comme nos planètes telluriques que nous avons dans le système solaire, les comètes ont une diversité de composition, de structures. Comme exemple, on pourrait prendre la paléontologie. En paléontologie, on va pas nommer un dinosaure avec une dent. Et donc là, on va pas
faire une conclusion hâtive juste avec les prélèvements ou les analyses qui ont été faites sur une comète en particulier. Donc véritablement, pour avoir une conclusion sur l'origine de l'eau sur notre planète, il faudrait avoir des preuves, des indices, des conclusions sur la composition d'un panel très diversifié de comètes et puis voir si toutes les comètes du système solaire ont véritablement une composition vraiment propre ou alors il y a vraiment une diversité au sein du système solaire. Et donc là, on pourrait véritablement conclure, soit l'eau vient véritablement des comètes ou alors soit on n'a trouvé aucune preuve, aucun isotope qui confirme justement que l'eau vient de nos comètes. Ce grand bombardement est dit tardif puisqu'il va intervenir près de 500 millions d'années après la formation de la Terre, lors du bouleversement des orbites des grandes planètes gazeuses, dont Uranus. Cette planète, qui aurait été autrefois la planète la plus lointaine du Soleil, serait passée en plein milieu d'une ceinture d'astéroïdes. Cette ceinture n'existe plus à l'heure actuelle, certainement à cause d'Uranus, mais on estime qu'elle était beaucoup plus importante que celle qui existe à l'heure actuelle entre Mars et Jupiter. Uranus va donc traverser totalement l'orbite de cette ceinture, et son passage au sein de la ceinture va totalement déstabiliser les astéroïdes qui vont partir en balade au travers de notre jeune système solaire. L'un des corps les plus massifs, pratiquement de la taille de Mars, à savoir Theia, va percuter notre jeune Terre, qui va perdre une partie de sa masse. Donc faut quand même imaginer que le choc a été si violent qu'une partie de la masse de la Terre a été arrachée pour partir dans l'espace et former notre jeune satellite naturel, la Lune. Donc là, pour ceux qui ont reconnu, on a fait une rapide description du modèle dit de Nice. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du modèle actuellement le plus fiable concernant nos connaissances, pour expliquer la formation mais aussi l'évolution jusqu'à nos jours du système solaire. Pour être plus clair, j'aurais dû vous expliquer qu'en fait ce sont les orbites de Jupiter et de Saturne qui sont rentrées en résonance, et là j'aurais dû rentrer dans des explications pour vous définir exactement le concept de résonance orbitale en astronomie, mais là je suis pas chaud. On a un peu digressé, mais pour en revenir au grand bombardement tardif, dites-vous qu'à l'époque, le taux de chute d'astéroïdes sur Terre était 20 000 fois supérieur à aujourd'hui, et qu'un objet d'1 kilomètre tombait en moyenne sur Terre tous les 20 ans. Pour vous donner une idée, la météorite qui a mis fin à l'ère mésozoïque et au règne des ammonites et des dinosaures non aviens est estimée à l'heure actuelle à près de 10 km. Ce grand bombardement tardif explique la présence anormalement importante de métaux lourds à la surface de la Terre, qui auraient dû migrer vers le noyau au moment où celle-ci était encore liquide. C'est le cas normalement pour l'or, que l'on devrait retrouver uniquement dans le noyau, mais aussi de l'uranium, qui est malgré tout le 48e élément le plus présent à la surface de la croûte terrestre, malgré sa densité extrême. Et c'est peut-être pour ça aussi que les astéroïdes sont aussi étudiés. Outre les géocroiseurs dont on va parler juste après, l'intérêt d'étudier autant ces roches est leur composition en terres rares. Nickel ou palladium sont autant de métaux rares à la surface de la Terre, mais qui sont très importants dans la confection de produits high-tech, notamment des portables, mais ces métaux, eux, se retrouvent en forte proportion dans les astéroïdes. Pour ceux qui ont vu le Paleo World sur l'origine et la disparition des dinosaures, on avait parlé d'une argile de couche noire qui était très riche en iridium et qui marquait la fin du Crétacé. Cet iridium très rare sur Terre mais très présent dans les météorites fut le point de départ afin d'expliquer que la fin du Crétacé était marquée par la chute d'un très grand géocroiseur. D'ailleurs, Sican, pour ta petite analyse sur l'iridium sur notre planète, qui serait justement la cause d'un impact météoritique, surtout pour cette couche, cette fine couche entre Crétacé et Tertiaire, cette couche d'iridium, elle serait à l'origine d'un impact d'un astéroïde, d'une météorite, dans le golfe du Yucatan. Ok. Par contre, tu me dis qu'il y en a très peu sur Terre de l'iridium. Je suis d'accord, sauf que on sait aussi qu'il y a de l'iridium déjà dans la composition de nos planètes et qu'on en trouve souvent dans les basaltes et dans les roches volcaniques. Donc c'est pour ça qu'elle a été aussi utilisée pour l'hypothèse que les dinosaures ont disparu à cause d'éruptions volcaniques. D'ailleurs, la preuve, c'est les fameuses trappes du Décan, donc en Inde. Et dans ces roches volcaniques, on trouve aussi des traces d'iridium. Au vu des quantités d'iridium que nous trouvons justement dans cette couche KT, il est beaucoup plus probable que ça soit d'origine météoritique et non pas d'éruption
volcanique. Si aujourd'hui un tel projet peut relever de la science-fiction, en tout cas pour certains, la raréfaction des gisements en terre rare sur notre planète nous poussera forcément un jour à devoir récupérer les astéroïdes qui gravitent entre Mars et Jupiter afin de subvenir à nos besoins. Les géocroiseurs concernent tous les astéroïdes dont l'orbite vient à un moment ou à un autre à croiser l'orbite de la Terre. Et c'est peut-être pas si rare que ça. Si on s'accorde sur le fait qu'un grand ménage a été fait dans le système solaire depuis sa création, il existe toujours à l'actuel un bombardement, plus sporadique certes, mais il y a toujours à l'heure actuelle une centaine de milliers de roches qui tombent sur Terre tous les ans. Alors mon cher Sikan, est-ce que tu penses que nous avons déjà étudié ou nous connaissons déjà les conséquences d'un gros impact météoritique sur une planète du système solaire? Eh ben, je vais te répondre oui. Par exemple, en juillet 1994, on a pu observer, étudier un impact d'une comète sur une grande planète du système solaire. Je veux dire même sur la plus grosse planète du système solaire qui est donc Jupiter. En plus, Jupiter, c'est un peu aussi pour ça qu'on a eu la chance de pouvoir observer cette collision. Jupiter, comme c'est la planète la plus massive du système solaire, elle attire beaucoup d'objets, beaucoup d'astres, dont elle a beaucoup de lunes, un peu comme Saturne, plus d'une soixantaine de lunes majeures, et également des astéroïdes et des comètes. Et là, en 94, Shoemaker-Levy, au passage de Jupiter, se fragmente, se disloque en plusieurs fragments, en une petite dizaine de fragments, et chacun de ces fragments-là est rentré en collision avec l'atmosphère haute de Jupiter, laissant d'énormes marques à la surface de Jupiter, qui ont pu être observées par les astronomes professionnels, mais également amateurs. Même avec de simples télescopes ou lunettes d'amateurs, on a pu observer ces impacts à la surface de Jupiter, qui ont été visibles sur plusieurs jours. Et ces impacts ont généré une énergie colossale. Par exemple, l'explosion était équivalente à la collision dans la surface de Jupiter a été égale à plusieurs milliards d'Hiroshima. Donc c'est pour vous dire un petit peu la puissance de cet impact à la surface de Jupiter. Et comme je dis, on a pu apercevoir justement ces taches à la surface de Jupiter pendant plusieurs jours. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'on a pu les observer sur à peu près 5 jours, donc quasiment une semaine. Donc vous voyez un peu, en sachant que c'est pas du solide, nous ne sommes pas sur une planète tellurique, donc c'est de l'atmosphère. Forcément, l'atmosphère, il y a des cyclones, des mini-cyclones, des tempêtes à la surface de Jupiter. Et malgré le fait que ce soit des atmosphères, on a pu percevoir justement ces modifications au sein de l'atmosphère pendant plusieurs jours à la surface de Jupiter. Les astéroïdes qui rencontrent la Terre sont souvent beaucoup trop petits pour toucher le sol et se consument dans l'atmosphère. Mais, à l'est de la France, dans les départements de l'Aube et plus exactement sur la commune de Saint-Aubin, fut découvert en 1968 une météorite ferreuse. Des prospections plus récentes et du matériel de pointe ont permis à une équipe de découvrir cet automne, donc automne 2018 pour ceux qui regardent la vidéo un peu plus tard, un morceau de 477 kg. Quand même, le tout appartiendrait à un corps tombé là il y a 55 000 ans, à une époque où Homo sapiens venait tout juste de s'installer en Australie. Mais tous les géocroiseurs ne sont pas destinés à tomber sur notre planète, bien heureusement. La mécanique céleste est depuis longtemps réglée, et les comètes qui traversent notre orbite ne laissent que bien souvent quelques corps derrière elles, que l'on peut observer périodiquement, puisque celles-ci vont tomber en nuages d'étoiles filantes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi j'ai eu à la faire. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais également Tipeee, qui me permet d'améliorer la chaîne. Mon cher Sikan, je te remercie de m'avoir invité dans ta vidéo. J'espère qu'on se retrouvera souvent sur YouTube, surtout que j'ai un petit projet, on dira rien, j'ai un petit projet prochainement. Et puis on peut nous retrouver aussi tous les deux sur la radio Plume FM, sur l'émission Espace-Temps, donc n'hésitez pas à y aller. J'espère que Sikan aura mis un petit lien à la fin de la vidéo, ce serait cool. Non, même pas. Sérieux? Ah, merci. Non, c'est une déconne derrière. Je finirai par un petit truc que je dis à chaque fois à la fin de mes émissions de radio, que la curiosité soit avec vous à tout jamais. Donc on se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux, et pour les autres, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!
Je pense que vous devriez arrêter d'inventer des choses. Non, mais il y a un truc, ça, il fait me comme ça. fatigue, on- Ça- ça ah, me ah. fouille d'angoisse. Non, mais non. Ou alors je pourrais Ça dire, va vous buter, hein, le chagrin. c'est avec équidistance. C'est ça, c'est équidistant. Équidistant. Hein, c'est ça? C'est ça, c'est Je dis la conclusion et qui dit truc là? C'est ça? Bon, bon, d'accord. par rapport à autrui. Hein? Par rapport à autrui? Autrui cochon? C'est Non? équidistant. Ah, autrui, ah oui, d'accord. C'est équidistant par rapport à autrui. Ok.